La saison 2024 touche à sa fin, la saison 2025 se profile, ça va être le sujet de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, ce que nos confrères anglophones appellent généralement la silly season, le marché des transferts entre équipes et entre pilotes, qui s'est largement ouvert depuis plusieurs semaines et qui va se conclure en amont de la prochaine campagne. Une silly season qui a vu pas mal de changements dans les différents grands championnats que nous couvrons sur Endurance Info, que ce soit le WEC, l'IMSA, le LMS, et nous allons passer en revue les principales annonces, les principales attentes dans ces différents championnats. Pour cela, je suis avec Thibaut Villemont et Laurent Mercier. Laurent qui est encore dans les Émirats, dans la suite des Gulf 12 Hours. Thibaut, on va commencer avec toi avec le WEC, puisque c'est le championnat du monde d'endurance que nous allons traiter en premier avec la catégorie Hypercar, une catégorie qui certes d'un côté reste très figée pour certaines marques, je pense à Toyota ou Ferrari, alors que pour Porsche par exemple, pour Aston Martin, la grosse nouveauté, ou encore Cadillac, il y a quand même pas mal de mouvements pour ces marques. Ouais, bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Bah oui, c'est un peu, on a des constructeurs qui partent, en l'occurrence Lamborghini, sur lesquels on va pas revenir. On a des constructeurs qui arrivent, comme Aston Martin. Il y a des constructeurs qui changent d'équipe d'exploitation, comme Cadillac qui passe de Ganassi à Jota. Donc forcément, ça a entraîné pas mal de mouvements. Il y a deux grosses incertitudes pour le moment qui concernent Aston Martin et Proton, avec la Porsche 963 numéro 99, qui sera réellement la seule voiture privée engagée l'année prochaine. Et là, ça fait encore 6 baquets vacants, puisque Aston Martin a annoncé Tincknell et Riberas, et Proton Competition, ils ont annoncé Neil Jani. Et ça reste, du côté d'Aston Martin, il faut pas s'attendre à des grosses surprises. Ça va être des pilotes du Giron, ça va être notamment The Art of Racing, ou ça va être certainement des Angelis, des Sorensen, tous ces pilotes qui ont déjà pris le volant de la Valkyrie en essai. Chez Proton, c'est plus compliqué parce que c'est une équation dans laquelle il y a le budget aussi qui rentre en compte. Et là pour le coup, ça peut être des Rasmussen, des pilotes de cette trempe qu'on attend sur la Porsche. Pour passer vite fait en revue, on a eu Porsche Penske Motorsport qui a changé ses lignes avec sa décision de faire confiance à des duos sur l'intégralité de la saison. Encore une fois, ce sera quasiment des trios sur toutes les courses, hormis 2 ou 3. Et on a vu la grande annonce, c'est forcément la titularisation de Julien Andlauer sur la numéro 5, aux côtés de Michael Christensen. Julien qui a été bien mis en avant par Proton Competition en cette année 2024. Merci à Christian Ried d'avoir fait autant pour ce jeune Français. Parce qu'il a fait tous ses 24 heures du Mans avec lui, et sans Christian, clairement Julien il n'en serait pas là aujourd'hui, parce que c'est vraiment Christian qui a insisté pour le mettre sur sa voiture cette année. C'est pas Porsche qui l'a placé, c'est Christian qui a absolument voulu le mettre dessus. Donc chapeau à lui. C'est un beau défi pour Julien qui va intégrer les rangs d'une équipe officielle. La pression sera tout autre que celle qu'il avait chez Proton. Chez Toyota, on change pas une équipe qui gagne. Clairement, les mêmes lignes. Il y avait pas de raison particulière de changer. Après, il y a Cadillac. C'est un des gros transferts, des gros changements de l'année. Donc, comme on disait, exit Ganassi, bonjour Jota. Un beau mouvement. Là, ils ont participé la semaine dernière à des essais au Paul Ricard, la première véritable séance d'essai de l'équipe britannique avec la V-Series R. Il y a du nouveau, forcément. Sébastien Bourdet qui quitte IMSA pour le WEC. On connaît pas encore exactement les équipages. Là, il faut savoir qu'au Ricard, ils avaient séparé les journées en deux. Et Sébastien Bourdet a travaillé avec Norman Nato et Willie Stevens. Ça s'est très bien passé. Et donc, sur l'autre voiture, il y avait Alexander Lynn, Earl Bamber et Jenson Button. Est-ce que ça restera ainsi? Les pilotes sont confiés qui n'étaient pas encore au courant, mais que globalement ça avait bien marché de la sorte. Donc il faudra voir. Après, ce qui est sûr, c'est qu'Alexine et Will Stevens dans le même baquet, ça peut être problématique pour des raisons de corpulence. Chez BM, grosse annonce, l'arrivée de Kevin Magnussen, qui a déjà une expérience de l'endurance chez Cadillac en IMSA. Ça s'était très bien passé, il avait été très bon. Il avait failli après disputer le WEC avec Peugeot. Il avait été annoncé en grande pompe au sein des effectifs français, mais après le conflit opposant la Russie à l'Ukraine a libéré une place chez Haas. Donc il est retourné en F1, ce qui est somme toute logique. Donc il prend la place de Marco Wittmann, qui repart en IMSA. Chez Alpine, il y a 2 changements, puisque Nicolas Lapierre se retrouve directeur sportif de l'équipe. Comme prévu, Gilles Gounon est titularisé. Il a déjà fait 3 courses en 2024, et l'année prochaine, ça va être un titulaire. Là aussi, pas mal de questions sur les équipages. Tout n'a pas été figé. On sait que le trio Milesi, Habsburg, Chatin a très bien fonctionné en 2024 sur la 35. La logique voudrait de les laisser ensemble. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? Ça n'a pas été encore déterminé.
Et puis la super pioche de Alpine qui est allé chercher Frédéric Makowiecki, qui a décidé de lui-même de mettre un terme à son contrat chez Porsche Penske Motorsport parce qu'il n'était pas épanoui là-bas. Il retrouve Bruno Famin, qui avait déjà qui voulait le faire rentrer chez Peugeot en 2012 avant que le projet 908 s'arrête brutalement en janvier. Et honnêtement, Fred, on connaît son talent au volant, mais encore plus peut-être ses talents de metteur au point. C'est quelqu'un qui a besoin de tout comprendre. Des fois, c'en est même problématique pour les ingénieurs parce qu'il comprend tout ce qui se passe sur la voiture. Et je parle même pas de sa connaissance des pneumatiques puisqu'il a été pilote de développement Michelin. Là, ce qui va être très intéressant, c'est qu'en fait, Porsche Penske a effectué un palier colossal en 2024 et il est un des grands artisans de ce pas en avant effectué par l'effectif germano-américain. C'était le pilote de développement attitré de la 963. Donc là, ça va être très intéressant, toute la connaissance qu'il va pouvoir amener chez Alpine, et notamment au niveau de tout ce qui est gestion du software, du PPU, cette courbe de puissance qu'il ne faut pas dépasser et qui est excessivement importante dans cette catégorie. C'est sûr, c'est que voilà, Fred, déjà de l'extérieur, il a déjà vu des petits trucs certainement qu'il pouvait apporter à Alpine, et je pense que c'est vraiment la recrue idéale pour la formation française. Ferrari F-Corse n'a rien changé, pas de surprise. Même si à mes yeux, c'est clairement pas les meilleurs équipages du plateau. On a clairement vu des pilotes, aussi sympathiques soient-ils, un petit peu en dedans par rapport à leurs équipiers. Je pense notamment à Miguel Molina. Certes, il a gagné Le Mans, mais par rapport à Niklas Nielsen et Antonio Focco, c'est honnêtement parfois un petit peu faible, je trouve. Par contre, il y a eu un changement sur la 83, parce que Robert Schwarzman est parti en IndyCar chez Prema. Il est remplacé par Phil Hudson. Moi, je suis assez content pour Phil Hudson parce que c'est un pilote qui a prouvé qu'il était très bon. Il a cette étiquette de pilote payant qui lui colle à la peau. Il s'en défera jamais, je pense. Mais là, c'est certainement la plus belle opportunité de sa carrière. Il a été très bon cette année sur la Porsche 963 numéro 38 du team Jota. On sait pourquoi il y est. Tout le monde va nous poser la question. Pourquoi pas Rovera? C'est vrai, pourquoi pas Rovera? Il est diabolique au volant de la 296. Il a été très bon lors des essais qu'il a menés au volant de la 499P. Voilà, c'est l'argent. Encore une fois, c'est aussi un business model. Et puis là, oui, Hanson a aussi cet atout de pouvoir ramener du budget, ce que Rovera n'a pas, et qui est pilote officiel Ferrari. Donc ce sera intéressant à voir ce que peut donner Phil au volant de la voiture, mais bon, je n'ai pas trop de soucis. C'est malgré cette étiquette de pilote payant qu'il a, ça reste un bon pilote. Chez Peugeot, la nouveauté, c'est Maté Jacobsen. Encore une fois, c'était prévu parce que quand il a signé son contrat, il était réserviste en 2024 avec une place assurée de titulaire en 2025. Super pioche pour Peugeot. C'est vraiment, si aujourd'hui on me demande c'est qui pour toi la future star de l'endurance, vraiment parmi les tout jeunes, je pense qu'il est en haut de la liste. Il a été super bien coaché par Cool Racing et il a bien évolué, P3, P2, et là clairement il est mature pour passer en hypercar, et je pense que ça va apporter une vraie bouffée d'air frais à Peugeot Sport qui en a bien besoin au vu des difficultés rencontrées, et je pense que c'est chouette. Là pareil, on ne sait pas encore les équipages, on a les 6 pilotes mais on ne connaît pas les équipages. Voilà, et encore une fois, on termine par Proton avec Sun Lijani et actuellement sûr de faire partie de l'aventure. Il y a des pistes, mais c'est une écurie privée. Forcément, le côté financier entre forcément en ligne de compte, et c'est à prendre en considération pour Christian Ried, qui même à un moment espérait pouvoir mettre 963, mais voilà, les budgets ont décidé autrement, mais ce sera... on a vu cette Porsche notamment à Spa et même à Bahreïn avec Neil qui a été extraordinaire en qualification, qu'elle pouvait des fois se mêler à la lutte aux avant-postes. Donc on espère que le Suisse aura des bons équipiers. Mais en tous les cas, ce sera super intéressant parce qu'il y a pas mal de mouvements, et c'est chouette. C'est voilà, le marché des pilotes est super ouvert. On l'a vu même avec Genesis qui arrive en 2026, qui déjà met le grappin sur certaines stars de la discipline, et qui a notamment signé déjà André Lauterer et Pipo Derani. C'est très intéressant moi je trouve ça super de voir des changements comme ça à chaque fin de saison. Rien que pour ça, la saison 2025 promet d'être intéressante à suivre. 2025 en LMGT3 qui sera également l'année déjà du changement pour la classe, puisque si le LMGT3 a débuté en 2024, on peut déjà voir pas mal de changements pour la prochaine saison. Laurent, avec le corollaire de l'absence de Lamborghini en hypercar, c'est évidemment l'absence des Huracan GT3 dans la catégorie LMGT3, remplacé par Mercedes, qui seront exploités par Iron Lynx, le principal changement dans cette catégorie. Mais
Si en hypercar, on a déjà une architecture de liste des engagés plutôt conséquente, en LMGT3, l'incertitude est largement de mise, puisque globalement, à part chez Mantai, et donc en incluant les Irondems, et chez Vista F Corset, on est encore loin du compte au niveau de la formation des équipages. Ouais, salut à vous. Je vais avoir nettement moins de travail que mon ami Thibaut là-dessus parce qu'il y a encore beaucoup trop d'incertitudes en GT3. Comme Comment, tu l'as dit, comment tu l'expliques en fait? C'est ça aussi la question. on sait que la catégorie LMGT3 est quand même une catégorie très typée Pro-Am et que évidemment on est assez dépendant du pilote bronze qui amène la plus grosse partie du budget. Il y a aussi une balance de performance. Vous remarquerez qu'on n'a pas du tout, on n'a pas du tout évoqué le sujet dans la partie hypercar. Mais il y a aussi une BOP, donc évidemment les pilotes veulent aussi cherchent à rouler dans les voitures qui ont un petit peu, enfin qui ont quand même pas mal brillé l'année passée. Et là-dessus, il y a deux marques qui sont passées quand même relativement, enfin même carrément à côté, c'est BMW et Lexus. Et forcément, c'est compliqué de trouver des pilotes pour ces deux marques-là. Et même pour les autres, à part celles que tu as citées, les équipes que tu as citées, c'est-à-dire Vista F Corset et puis Mantei, qui ont quand même été les deux équipes assez en vue cette année. C'est le prix qui pose problème parce que une saison LMGT3, il faut compter à peu près 5 millions pour une voiture. Et on parle bien de LMGT3 et pas de GTE. On a arrêté le GTE parce que c'était trop cher au niveau des voitures. Et là, on se rend compte qu'un programme LMGT3 WEC, il faut compter entre 4 millions 7 et 5 millions par voiture. J'en discutais moi hier encore ici à Dubaï avec quelqu'un qui est quand même bien implanté dans le milieu du LMGT3 et avec qui j'ai échangé, il confirmait que c'était compliqué parce que les budgets étaient trop énormes. Surtout pour je vais pas dire le manque de visibilité, mais il y a quand même un peu moins de visibilité que la catégorie hypercar, ce qui d'un côté peut se comprendre parce qu'on a tellement une catégorie hypercar forte que c'est compliqué d'avoir en parallèle des LM GT3 à l'écran, sachant qu'on est aussi, donc, comme je le disais, dans une classe Pro-Am. On aura 18 voitures comme l'année passée, enfin comme cette année, pardon. 18 voitures avec, comme tu l'as dit, le changement de Lamborghini, l'absence de Lamborghini au profit de Mercedes avec Iron Lynx. Alors, c'est pas parce que Lamborghini n'est pas présent en hypercar l'année prochaine on ne pouvait pas avoir de Lamborghini en LMGT3. C'est juste qu'Iron Lynx a décidé de changer son fusil d'épaule et d'aller du côté de Mercedes qui cherchait justement une équipe d'exploitation et qui cherchait aussi un ticket pour pouvoir rentrer en WEC. Et donc, ce sera donc Iron Lynx qui fera rouler deux Mercedes AMG LMGT3, puisque c'est la dénomination du championnat du monde d'endurance, avec l'arrivée un petit peu surprise de Maxime Martin, qui pour l'instant, sur la liste des engagés, est toujours sur une des BMW, sur la numéro 32 du team WRT. Et en fait, Maxime a décidé, un petit peu à l'image de Fred Mako en hypercar, de quitter BMW de son plein gré, parce qu'il n'avait pas comme il a expliqué, pas de proposition pour rouler en WEC dans le proto hypercar, et donc va rebondir chez Mercedes et Iron Lynx. Donc pour l'instant, on avait déjà Claudio Schiavoni et Matteo Cressoni qui étaient confirmés. Et donc, il faudra compter sur Maxime Martin. Alors, on ne sait pas encore complètement quels seront les équipages. Certainement qu'on devrait voir peut-être Maxime Martin avec Claudio Schiavoni, sachant que Iron Lynx était en essai à Portimao il y a encore quelques jours et que si Max n'était pas sur place, il y avait quand même Lucas Stolz en pilote officiel qui était en test à Portimao, avec justement Matteo Cressoni et Claudio Schiavoni. Donc là-dessus, on va attendre d'en savoir un petit peu plus. Mais c'est un vrai changement, le retour de Mercedes. Et à côté de ça, on a aussi un changement chez Aston Martin avec le départ de D-Station, qui est quand même une équipe fidèle au WEC, qui va se recentrer sur ses programmes en Asie. Et ça fait rentrer finalement Racing Spirit of Le Mans avec Derek Debourg et Valentin Asclo, qui arrivent tous les deux de l'ELMS avec Racing Spirit of Le Mans, et qui étaient en lice pour le titre d'ailleurs. Donc la deuxième voiture est toujours pour The Art of Racing, qui continue en parallèle de son programme hypercar avec une voiture avec Ian James qui est le bronze confirmé. Donc ça, c'est un petit peu acté. Bon, je pense que The Art of Racing, on fera aussi un petit peu dans la continuité, même si je crois que Daniel Mancinelli, qui est un habitué, a été passé passe gold en 2025. Pas de changement chez United Autosport avec toujours deux McLaren, avec Marino Sato et Grégoire Saucy qui étaient déjà là cette année, qui vont rempiler. Du côté de chez TF aussi, on a Daniel Junqueadella et Charlie Soud qui figure sur la liste, mais il y aura aussi le retour de Ben Keating en championnat du monde d'endurance sur Corvette, la Corvette qui va déjà rouler aux 24 heures de Daytona, qui était un peu réfractaire à l'idée de rouler en GT3 du fait de l'ABS et qui finalement a changé son fusil d'épaule. On l'a vu en WEC en fin de saison venir faire une pige et du côté de Ben Keating, on a décidé de faire de rempiler en WEC. Les deux confirmations aussi quand même, c'est Mantei
comme tu l'as dit, donc Montey, Vista F Corse, bon là, il n'y a pas de surprise avec François Herriot, Simon Mann et Alessio Rovera sur une voiture. Et la deuxième voiture, fidèle aussi, Thomas Flor, Francesco Castellacci et David Erigon. Du côté de chez Montey, même chose, à part qu'on n'a plus Pure Racing, puisque Pure Racing passe en LMP2 en ELMS, mais maintenant ce sera Montey First Form, avec sous la houlette de Ryan Hardwick, qui est le bronze de l'équipage, avec Ricardo Pera et Richard Litz. Et la deuxième voiture qui sera engagée sous l'entité Iron Dam, avec Célia Martin, Raël Frey et Michel Gattig. Là, c'est une nouveauté aussi, parce qu'on passe de Lamborghini à Porsche pour les Iron Dam. Donc là, cette fois avec Montey, alors qu'en ELMS, ça sera avec Proto et en IMSA. Et donc la nouveauté, c'est l'arrivée de Célia Martin et l'absence de Sarah Bovy, puisque Sarah passe Silver et va avoir d'autres programmes avec le LMS et l'IMSA. Et du côté d'Iron Dam, on fait confiance à Célia Martin, sachant que Iron Dam était en essai ici même à Dubaï hier pour tester tester au moins 3 féminines classées bronze. Donc, est-ce que c'est pour d'autres programmes? Est-ce que c'est pour l'avenir? Est-ce que c'est pour la Michelin Le Mans Cup? C'est encore trop tôt pour le dire, mais on avait notamment Vanina X et Laura Kramer. Ça fait partie des équipages qui ont déjà été annoncés. Et les deux incertitudes, c'est Acodis ASP et le team WRT, où là, comme je le disais précédemment, les deux teams ont souffert en termes de BOP, pas en termes de performance d'équipe, mais en termes de BOP cette année. Et forcément, c'est compliqué de trouver des pilotes. La Lexus, c'est une voiture en fin de vie. On attend le nouveau modèle du côté de chez Lexus. Et donc, c'est compliqué de trouver des pilotes bronze. Donc, pour l'instant, on a officialisé José Maria Lopez sur une en pilote pro, et Ben Barnicot, qui fait partie aussi des pilotes référents chez Lexus qu'on a vu avant chez Vasseur Sullivan en IMSA. Et là, on a aussi Petro Razvan Umbrarescu qui, à mon avis, va faire un très bon bronze sur une des deux Lexus. Et le reste à discuter. On entend le retour d'Arnold Robin sur une des Lexus aussi en pilote bronze. Donc ça, on va voir ce que ça va donner. Et du côté de chez Team WRT, on avait Augusto Farfus et Maxime Martin. Pas de 46 pour Valentino Rossi pour l'instant. Est-ce que ça peut évoluer? Affaire à suivre. On sait que Valentino Rossi voulait toujours rouler avec Maxime Martin, qu'avec le départ de Max, Valentino Rossi se trouve un petit peu, je ne sais pas si on peut dire orphelin, mais va forcément devoir faire des concessions. Il y a plusieurs pilotes contestés. On entend parler de Timur Bokuslavski qui pourrait peut-être rouler chez WRT, peut-être. On l'attendait aussi chez Racing Spirit of Le Mans, mais apparemment ce ne sera pas le cas. Donc chez Acodis et chez WRT, on paye un petit peu le manque de perfo des voitures cette année. Messieurs, vous avez fait le tour de cette liste WEC avec les principaux changements et ce qui est encore à officialiser, à confirmer. On a vu qu'il y avait quelques liens avec l'IMSA. On parle notamment de André Lotterer qui a quitté Porsche pour le giron Genesis. L'IMSA, justement, là aussi, quelques changements principaux dans la classe Rennes, le GTP, le pendant de l'hypercar du WEC. Bon, principalement l'arrivée d'Aston Martin Thor Team et le passage de Cadillac chez Wayne Taylor Racing, Wayne Taylor qui exploitait jusqu'à présent les Acura ARX 06. Qu'est-ce que Thibaut tu peux retenir de ce marché des transferts IMSA? On voit que la plupart des équipes conservent leur architecture d'équipage quand même, malgré les changements que je viens d'évoquer. Oui, il y en a quand même pas mal, parce que il y a Aston, on ne connaît pas encore les équipages, mais il y a quand même le retour de Meilleur Shank, après un an de purgatoire. Qui revient avec deux Acura RX 06. Donc là, forcément, c'est tout nouveau. Ils reforment leur père, Tom Blomqvist, Colin Braun, qui avait été si efficace. Et sur la deuxième, on aura Niki Lolly et Renger van der Zandt, donc respectivement transfuges de BMW et Cadillac Ganassi. Donc là, ce sera à suivre, forcément. Mais bon, j'ai pas trop de soucis. L'équipe connaît bien l'IMSA, malgré un an loin de la discipline. On va pas revenir sur l'histoire de triche aux 24 heures de Daytona 2023. Donc c'est solide. Les renforts pour Daytona, c'est très solide aussi. Donc ça va être chouette. La question, Aston Martin ne sera pas à Daytona. Il y a ce transfert Cadillac Wayne Taylor qui quitte entre guillemets Acura pour Cadillac.
mais les duos à l'année ne changent pas. Donc pas de là non plus. Il va falloir se réhabituer à une nouvelle monture, à tout ce qui est software, tout ça. On en a déjà parlé, donc ça va être intéressant à suivre. Et chez Porsche, ça a été pas mal remanié puisque seuls Mathieu et Jaminet et Nick Tandy, et Felipe Nasser ne bougent pas. Nick Tandy, qui était avec Mathieu Jaminet, passe sur la voiture sœur avec Felipe Nasser, alors que Mathieu Jaminet retrouve son pote Matt Campbell, avec qui il avait gagné le GTD Pro chez Pfaff. Ça, je pense que ça va être une paire assez redoutable. Mathieu, ça fait 2 saisons qu'il n'est pas verni et là, je pense qu'il a jamais été aussi bien armé pour aller chercher le titre. Ça va faire mal avec en plus Kevin Estre sur les longues. BMW, on l'a dit, alors là c'est pareil, il y a que Philippe Eng qui a été conservé. Puisque Jesse Krohn a été remercié, Connor De Filippi aussi, et donc Marco Wittmann renforce l'effectif IMSA, et ils vont s'appuyer sur 2 pilotes qui font aussi le WEC, Dries Vanthoor et Sheldon van der Linde, qui vont faire le double programme et qui, lors du clash, forcément Spa-Monterey, vont se concentrer sur Monterey. Et encore une fois, des renforts de choix avec des Marchiello, des Magnussen et des Robin Freins sur les courses longues, donc que des pilotes qui connaissent excessivement bien la voiture. Kevin Magnussen va la connaître. Ça, c'est aussi assez. Ils vont avoir des gros programmes, ces pilotes, mais au moins, on voit que les effectifs Porsche, BM, en fait, ils ont diminué leurs effectifs, certainement aussi pour des raisons financières, en s'appuyant sur des pilotes qui feront double programme. Pilote à double programme, il y a aussi Earl Bamber, qui fait WEC chez Jota et qui va disputer l'intégralité de la saison IMSA chez Action Express Racing. Il remplace Pipo Derani, qui a quitté Cadillac et qui va rejoindre Genesis. Donc Earl Bamber qui rejoint Jack Aitken. Et ils seront épaulés par Frédéric Vesti sur l'Endurance Cup et Felipe Drugovich qui sera là juste pour Daytona. Voilà, Lamborghini, il y a quand même encore d'incertitudes, mais bon, il semblerait bien que ça reparte en IMSA. Donc on s'attend à revoir Romain Grosjean, Eduardo Mortara, tout cet effectif, mais c'est encore bien le flou du côté de la firme italienne. On sait que les relations avec Iron Lynx sont assez délétères. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente pour au moins continuer cette saison 2025 ensemble avant, je pense, que Lamborghini se tourne vers une autre écurie partenaire. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Et après, il y a JDC Miller qui va repartir avec Tijmen Van Der Helm. Et pour l'instant, on annonce Bryce Iron, donc c'est un peu faible, on va pas se mentir, un peu faible, même pour aller jouer avec Proton Compétition qui n'aura qu'une 963 pour l'instant sur l'Endurance Cup. Et pour l'instant, sont annoncés Bruni et Jani, donc voilà, JDC, c'est toute petite équipe, petit effectif, et qui va, même problème dont on parlait pour le WEC, qui va devoir s'appuyer sur des pilotes payants. Donc je pense que ça va être dur, mais l'avantage avec l'IMSA, c'est que le format des courses permet à tout le monde de jouer la gagne à un moment ou à un autre, donc on sait jamais. Et puis après, bon voilà, on va pas refaire toutes les catégories, mais ça va être assez intéressant aussi en P2 parce qu'on a du gros, on a du Malte Jacobsen, on a du Sébastien Bourdais qui va disputer l'intégralité de la saison chez Tower. On a TDS qui a fait une fin de saison remarquable, qui va s'appuyer une fois de plus sur un trio Michael Jensen, Hunter McElrath, Steven Thomas qui est solide. Paul Louchatin, lui, va faire 3 courses avec ERA. Tom Dillman qui va défendre son titre avec Inter-Europol et qui va pouvoir là aussi s'appuyer sur des gros équipiers, notamment un Antonio Félix d'Acosta pour Daytona. Il y a Mathias Bech qui va renforcer Pierre One. Pratt Miller, grosse news en P2 qui clairement prépare une arrivée en hypercar, il vise l'hypercar. On les connaissait surtout pour être les alliés de Corvette GM en GT. Et là, en plus de leur programme en GTD Pro, ils se lancent en P2. Là aussi, bon équipage. Pietro Fittipaldi, James Rowe Jr. et Chris Cumming avec le renfort de Calum Aylott à Daytona, ça va être beau. Riley fait globalement dans la fidélité. Ça a bien marché. Et on a Pecom Racing, équipe derrière laquelle se cache AF Corse, avec notamment Luis Pérez Companc, certainement son neveu, et à Niklas Nielsen sur les longues et Mathieu Vaxivière à Daytona. Et enfin à Racing, Paul Louchatin n'est plus là et ils font confiance à Dan Cameron qui a été remercié par Porsche Penske. Donc gros niveau en P2 en 2025, ça va être très chouette à suivre. Laurent, le GTD Pro, pendant du LMGT3, sachant qu'il y a encore la distinction pro et non pro en IMSA, là aussi on garde certaines architectures d'équipage par rapport à cette saison. Je pense à Corvette qui certes modifie quelque peu ses lignes, mais avec des duos qui eux restent similaires. Ford reste également dans la continuité. La classe GTD Pro, elle, est vraiment très très attractive pour cette saison 2025 avec vraiment des équipages de haut niveau. Le GTD Pro, c'est ce qui fait partie du charme un petit peu aussi du championnat IMSA dans la catégorie GT. Alors, ça s'annonce toujours aussi relevé que par le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme changement? On a Paul Miller Racing qui fera rouler
de BMW M4 GT3 Evo, mais dans la classe GTD Pro cette fois. Donc là, il faut s'attendre aussi je pense, à des pilotes de premier choix, même si là, on n'a pas encore fait les annonces de ce côté-là. Comme tu l'as dit, Corvette, bon bah là, on n'a pas beaucoup bougé avec Garcia, Sims, Juncadella sur une et Milner, Katzberg-Varon sur l'autre. La grosse nouveauté reste Pfaff qui passe chez Lambeau. Sur la première liste qui avait été dévoilée lors de Petit Le Mans, lors de la finale IMSA 2024, il y avait une Lamborghini qui était sous le nom Automobili Lamborghini en GTD Pro. Finalement, ce ne sera pas Automobili Lamborghini. Déjà à cette époque-là, on avait compris quand même que les relations entre la marque et Iron Lynx étaient quand même très compliquées. Et donc, ce sera Pfaff qui est passé de Porsche à McLaren et qui passe maintenant de McLaren à Lamborghini. Alors, est-ce que la Lamborghini aura des carreaux comme les autres voitures de l'équipe canadienne peut-être, mais c'est le gros changement en fait de l'intersaison avec Caldarelli, Pepper, Mappelli, Hinchcliffe. Proto compétition, il y aura une Porsche quand même qui sera pas mal à suivre à Daytona avec Thomas Prenning notamment qui rejoint Richard Litz, Matteo Cressoni et Claudio Ciavoni. Et puis le reste, pas de grosses surprises. Il y a Get Speed aussi qui fait quand même ses débuts avec une Mercedes en pro. Enfin, qui fait ses débuts tout court d'ailleurs aux 24 heures de Daytona avec Fabian Schiller, Lucas Stolz, Anthony Barton et le dernier ce sera Maxime Martin. Et puis du côté du team Sun Energy One avec Kenny Aboul, Michael Grenier, Maro Engel et on peut supposer que le dernier ce sera Jules Gounon. Il y a Dragon Speed aussi qui fait partie des nouveautés puisqu'on avait disputé la fin de saison mais on était parti sur un programme GTD en 2025 et finalement ce sera un programme GTD Pro avec Albert Costa qui est le premier pilote confirmé. Et qui permet à Ferrari de rester dans la classe puisqu'on sait que Rizzi n'est pas là. Ouais, alors bon, on va tendance à voir plus, mais je pense que Rizzi sera là sous une autre forme. Je pense que c'est encore un peu tôt pour annoncer quoi que ce soit, mais je pense quand même qu'on verra Rizzi pas forcément sous son nom. D'accord. D'une façon ou d'une autre. On en saura plus dans les prochaines semaines. Et sinon, il y a Trackhouse aussi avec TF Sport. Donc TF Sport qui met de côté toutes ces Aston Martin dans les différents programmes maintenant pour faire confiance à 100% à Corvette. Et là, on aura aussi une belle voiture avec Ben Keating, Connor Zilic qui fait partie quand même des belles révélations. Scott McLaughlin et Shane Van Gisbergen. Ce sera aussi une voiture à suivre dans la classe GTD Pro. Et après, en GTD... Et Laurent, pour Trackhouse, hein, on précise pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant, c'est une structure qui est engagée principalement en NASCAR. Ouais, même si TF a aussi l'habitude de rouler à travers le monde, donc là-dessus, je ne me fais pas trop de soucis, mais c'est sûr que il y aura un petit peu de renfort de l'équipe NASCAR. GTD, pas grande nouveauté. On a quand même l'arrivée de Van der Steur Racing avec Henri Van der Steur et Valentin Asclot sur la saison. Et puis là, on aura Maxime Robin qui sera en troisième pilote. On a aussi le retour de Lilou Wadou, cette fois en GTD avec AF Corset, avec Simon Mann, Keiko Zolino et Alessandro Pierguidi. D'ailleurs, le team AF Corset actuellement en essai à Daytona. On note aussi l'arrivée de DXDT Racing avec une Corvette aussi. Une équipe qu'on avait plutôt l'habitude de voir en GT World Challenge America et qui là vient en IMSA et on suivra avec intérêt les débuts de Pippo Derani avec cette équipe d'XDT Racing. Donc là, ça va être intéressant avec Sally Jolic, Alec Liddell et Charlie Eastwood. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce sera aussi la dernière course de Magnus Racing qui va tirer les rideaux après les 24 heures de Daytona. On a aussi cet Hilar Racing qui, non seulement on aura Roberto Lacorte, mais on aura deux, puisqu'on aura son fils, Nicolas, qui est un jeune pilote avec l'arrivée aussi de Lorenzo Patrese. Ça fait partie aussi des changements. Et puis Gradient Racing qui met aussi son Acura au garage pour faire confiance à la Ford Mustang. On aura donc une Ford Mustang supplémentaire et l'Iron Dame qui seront encore de la partie sur un programme avec Sarah Bovy, Raël Frey, Michel Gatting et Karine Gaillard. Et là, ce sera sur une Porsche et non plus une Lamborghini aussi. Le WEC, l'IMSA, le LMS désormais, Thibaut, une catégorie LMP2 toujours très fournie dans un championnat qui ne cesse de nous proposer des grilles plus que conséquentes. On retrouve là encore les grands habitués de cette catégorie LMP2 dans le championnat européen promu par l'ACO. Une grosse nouveauté par contre pour 2025, ça concerne IDEC Sport, puisque on sait que IDEC sera le partenaire de Genesis Magma Racing pour initier un petit peu le programme prototype de la marque américaine, un satellite du groupe Hyundai, Thibaut. Oui, exactement. Ce sera vraiment l'équipage, une des voitures qui sera le plus suivie et qu'on attend également aux 24 heures du Mans. Donc, pour la première fois depuis un long moment, IDEC aura deux voitures en LMP2. Et donc, cette voiture, ce sera l'Oreca 07 numéro 18. Et au volant, on va retrouver Logan Sargent qui
qui était encore en F1 en début de saison chez Williams et qu'on a déjà vu en ELMS, qui avait été très bon. Et là, clairement, il est en lice pour un baquet chez Hyundai en 2026. Et il sera avec Mathilde Jobert, qui est un jeune Français qui a brillé en Carrera Cup, et Jamie Chadwick, l'une des pilotes féminines les plus en vue du moment. Donc ça, ce sera un équipage qui sera très intéressant à suivre et qui pourra en plus s'appuyer sur l'expérience du trio d'un numéro 28, Paul Louchatin, Paul Lafargue, John Von Neutert, qui là aussi c'est du solide. Alors voilà, cette voiture numéro 18, elle servira en premier lieu à Genesis à former des mécanos, des ingénieurs en vue de l'arrivée de la marque coréenne en hypercar en WEC en 2026. Donc voilà, ce sera une voiture à suivre avec particulièrement d'attention. Derrière, il y a pas mal d'équipages qui sont encore, on a le même problème entre guillemets, c'est pas un problème, mais à partir du moment où il y a le budget qui rentre en compte parce que c'est de la course pro-am, les équipages mettent souvent plus de temps à se dessiner. Donc là-dessus, voilà, on a peu de trio complet, mais on a déjà des beaux noms. Giorgio Roda chez Proton, Jonas Reed chez Iron Lynx Proton, le fils de Christian, Lorenz Heur chez DKR. Chez Vector, on a déjà annoncé deux pilotes, Ryan Cullen et Vladislav Lomko, qui a été très bon en 2023. IDEC, on l'a fait. Algarve Pro, pour l'instant, ils ont un équipage en Pro-Am avec Caldwell, Lentudis et Queen. Et voilà, ceux qui sont bien avancés, notamment, c'est United qui veut vraiment renouer avec le titre en ELMS. Et pour l'instant, on attend notamment sur la 23 en programme Jarvis, Sato et Schneider. Donc ça aussi, c'est du lourd. Nielsen monte bien en puissance. Ils ont fait des bonnes perfs encore en 2023. On en attend beaucoup. Ils pourront notamment compter sur Habsburg et Scherer, mais là pour l'instant, pareil, il y a encore pas mal de points d'interrogation à lever. Et du côté français, TDS, VDS et Duquesne ont respectivement annoncé un pilote chacun. Rodrigo Sales chez TDS, Charles Milesi chez VDS Panis Racing et Francesco Simonazzi chez Duquesne. Moi, il y a une équipe vraiment qui monte en puissance. Là, c'est Interopol qui est pas assez loin du doublé IPSA ELMS en 2024. Et là, attention, c'est du lourd, notamment sur la 43. Il y a Tom Dieman, Jakub Śmieszowski et Niki Eloli. Ça va jouer devant, sans nul doute. Et sur l'autre, on aura Giotto, Perino et Simenauer. Il faudra voir ce que Perino donne, mais Simenauer, je trouve, a fait des débuts très encourageants en P2, et Luca Giotto, on sait ce qu'il vaut. Peut-être pour moi, ce sont les favoris pour le titre, même s'il y a encore une incertitude. Alors du côté d'Aoba ITF, en fait, il y a Louis Deletraz et PJ Hayet en programme. On attend de savoir qui est le dernier, mais pour moi, le favori pour le titre, ça va être CLX Motorsport, qui est en fait le nouveau nom de Cool Racing, l'écurie de Nicolas Lapierre, qui aura 2 voitures engagées en P2, une sous l'appellation CLX Motorsport, sur laquelle est annoncé Manuel Espirito Santo, mais je peux vous dire qu'il va avoir 2 gros cadors à ses côtés. Et pareil sur la CLX Pure Racing, pour l'instant on n'a que Alex Malikin qui était bronze l'année dernière et qui passe silver, mais vous inquiétez pas, ce sera un des meilleurs silver du plateau vu ce qu'il a montré. Et là aussi 2 gros noms, on attend 2 gros noms à côté. Alors voilà, ça ne veut pas dire que le titre est gagné, parce que moi cette année, si on m'avait demandé en début de saison de faire de donner un nom pour le titre, j'aurais aussi donné Cool Racing avec l'équipage de la 37, Jacobsen, Fluxa, Ritomo Miyata. Et au final, ils n'ont pas été vernis, ils ont eu quelques petits soucis, ils n'ont pas pu aller jouer le titre malgré 2 victoires, je crois, dans la saison. Donc voilà, rien n'est joué, mais je sens vraiment CLX très très fort en 2025. On passe rapidement sur le LMP3, puisqu'il y a pas mal d'équipages qui ont été plus ou moins confirmés. La grosse nouveauté concernant évidemment l'arrivée des nouveaux moteurs V6 Turbo d'origine Toyota qui remplacent le vénérable V8 Nissan. Laurent, on passe au LMGT3 en ELMS avec là encore les équipes habituelles de ce championnat. Quelques changements, on peut voir notamment l'équipage Racing Spirit of Le Mans qui va être sacrément remanié, mais avec un trio 100% français qui pourrait être aux avant-postes, on espère en tout cas. On a deux pilotes qui arrivent du WEC avec Clément Matteux et Erwan Bastard, en plus de Valentin Asclot qui était un petit peu le coach des deux Français, ces 2 compatriotes en WEC cette année. Donc là, je pense qu'avec en plus une année d'expérience, ça a de quoi jouer devant. Racing Spirit of Le Mans maintenant connaît bien la voiture, connaît bien le championnat, donc ça sera forcément un équipage à surveiller. La grosse nouveauté, c'est l'arrivée d'une McLaren avec United Autosport qui va pas se contenter du WEC, mais qui finalement sera aussi présent en européenne Le Mans Series avec pour le moment Marvin Kirchhofer qui est l'un des pilotes officiels McLaren qui est confirmé.
Pour ceux qui suivent le GT World Challenge Europe, Marvin Kirchhofer, ça fait partie des pilotes de pointe dans le championnat. Après, on a aussi l'arrivée d'une Ferrari supplémentaire sous le nom Richard Army F Corset. On retrouvera Lilou Wadou sur la plupart des meetings, même si elle devra composer avec son programme en Super GT. Et sinon, bon, on a aussi l'arrivée évidemment de Mercedes avec Iron Lynx. Pour l'instant, on a Gustavo Menezes qui a été annoncé dans l'équipage. Et après, le reste se tient en termes d'équipe. L'arrivée aussi de la Corvette avec TF. L'arrivée de la Corvette avec TF, oui, parce que comme je l'ai dit, pour le championnat IMSA, TF a arrêté sa collaboration avec Aston Martin, alors que cette année, il y avait encore un petit peu les deux, Aston et Corvette. Et là, on va se concentrer exclusivement à Corvette. Et c'est Hiroshi Kawazumi qui est le pilote bronze confirmé dans la voiture et qui lui arrive du WEC où il était sur une Corvette. Messieurs, nous avons fait le tour des 3 principales séries qui ont annoncé une première liste des engagés pour 2025, puisqu'on rappelle que ni le DTM ni le GT World Challenge, parmi les principaux championnats que nous suivons, n'ont encore dévoilé leur ligne. On sait quelques petites modifications pour 2025, notamment en GT World Challenge ou en DTM avec HRT qui fera notamment rouler la Ford Mustang GT3. Mais nous reviendrons sur ces autres championnats GT sans doute dans les prochaines semaines, dès que des listes plus officielles seront dévoilées. Messieurs, je vous remercie pour ce tour d'horizon, de cette silly season, de ce qu'on sait actuellement. Pour la suite, il faudra évidemment rester connecté à Endurance Info et à notre podcast Track Limit by Minerva Oil pour avoir un petit peu plus de nouveautés dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Messieurs, merci et on se donne rendez-vous très vite dans un prochain numéro de Track Limit.